Bonjour à tous. Nouvelle et presque dernière, en fait, l'avant-dernière édition football de l'année du podcast Bulletin sportif. Merci d'avoir été là toute l'année. On commence cette édition-là en félicitant le plus grandement du monde, les Carabins de l'Université de Montréal. Une superbe victoire, difficile à l'arracher, mais une superbe victoire des Carabins de l'Université de Montréal. On est très fiers que nos représentants du RSEQ soient encore une fois allés chercher la Coupe Vanier, puis l'ont ramené au Québec après les Alouettes, les Carabins. Donc, Montréalais, soyons fiers de nos équipes de football. Le football, non seulement est en santé, mais nos équipes sont championnes. Alors, bravo, bravo pour ça. Par contre, aujourd'hui, on ne parlera pas de la Vanier dans cette édition-ci. Ça va être une édition spéciale, collégiale, où on va faire. On vous a préparé un petit quelque chose d'assez cool. Le gala des bulles d'or. Bon, gala, ça a de nom de gala juste pour le fun de l'être. Il n'y a aucune prétention, aucun glamour, puis pas de paillettes, je peux vous garantir. Mais les bulles d'or, que Marc Gagnon nous a inspiré le nom, dans le fond, c'est des performances individuelles de la saison qu'on souligne, que ce soit les meilleurs joueurs offensifs, défensifs, les unités spéciales, les coachs de l'année. Bref, on va faire le tour de tout ça avec Marc Gagnon et Will Julien, juste pour clore la saison de foot collégial. Puis, je reviens évidemment sur le foot universitaire. Juste vous dire que la semaine prochaine, on va avoir un gros show. On va analyser, oui, on va revenir sur la Coupe Vanier, mais en même temps, on va faire un gros wrap-up de la saison de foot universitaire avec Jason, avec Pat, mais aussi avec Arnaud Gascon-Nadon et Jordan Beaulieu. Donc, on va avoir le gros groupe qu'on avait à la mi-saison. On ramène tout ce monde-là, on fait le tour de la saison au complet universitaire, puis on va se concentrer uniquement là-dessus. Donc, soyez là la semaine prochaine aussi. Mais cette semaine, on se concentre à féliciter, remercier, souligner l'extraordinaire travail de nos joueurs au niveau collégial D1, D2 pour la saison 2023. Bon show tout le monde. Un dernier foot collégial pour la saison 2023 avec Marc Gagnon, Will Julien. Salut les gars. Salut Phil, salut Marc. Salut. On a décidé, étant donné que c'est le dernier, que oui, les bols d'or et tout est passé. On s'est donné un rendez-vous pour célébrer les honneurs individuels qu'on a humblement décidé de donner en appelant ça, Marc, comment tu as décidé d'appeler ça? Les bulles d'or. Les bulles d'or. Alors, ce sera, il y a le bol d'or, il y a le bulletin sportif, fait que ça va s'appeler les bulles d'or pour cette année. Donc, pour le gala bulles d'or, on a mis nos hoodies les plus propres. Ohio State represent, même dans la défaite. Ah. Fait que vous comprenez qu'ils ont besoin de s'ostiner, ils le font même à travers leur soute. Fait que je pense qu'on va avoir un bon show avec ça parce que notre but, c'est de parler des joueurs et des entraîneurs même qui ont été les plus méritants selon nous, selon ce qu'on a vu cette saison. En Division 1, Division 2, soyez pas déçus. Ben, vous pouvez être déçus, je peux comprendre, mais soyez pas frustrés, les gens de Détroit. C'est en tout respect. C'est juste qu'on a regardé beaucoup moins de matchs en Détroit. Puis je vous ai déjà expliqué pourquoi. Il y a une question de temps, puis il y a une question d'énergie qu'on peut mettre. C'est pas parce qu'on manque de respect à la Détroit, mais bon, ayant pas regardé assez de matchs, je voulais pas. Ah, regarde, je vais régler ça tout de suite. Là. En Détroit, là, ma mention spéciale est au Vulcain de Victoriaville. Je pense qu'on en a assez parlé de la semaine passée. Je pense que juste la finale du bol d'or représente, mais je pense qu'ils méritent leur bulle d'or. Alors, je vais en donner un en Détroit. Bravo. On va aller vous le porter au podcast à Victo un jour. Un jour. Excellent. Donc, le premier bulle d'or déjà octroyé par William Julien au Vulcain de Victoriaville en Détroit, la division dont on n'allait pas parler. Fait que je suis très content de ça. Ça part en force. Fait que D1, D2, on va faire comme on a fait toute la saison, c'est-à-dire qu'on va commencer par D1, on va défiler ça. On a, dans le fond, 8 prix ou 8 mentions qu'on veut faire, 8 catégories différentes par division. Joueur offensif, joueur défensif, joueur des unités spéciales, le plus spectaculaire, le coach de l'année, le match de l'année, le héros obscur et le trophée qu'on a appelé le trophée Oscar. Pourquoi Oscar? Vas-y, Marc, explique-nous.
Ben, en fait, pour rendre hommage à la meilleure diffusion sur RSEQ Direct, dans le fond, le meilleur reportage télé, si on veut, des matchs là, couverts par RSEQ Direct. Et voilà, et voilà. Donc, c'est un tout honneur. On commence avec on frappe fort, puis on commence avec le joueur offensif. Je vais regarder pour la fin, mais on peut faire ça. Regardez pour la fin. Hey. Ben écoute, on va le garder. On fait une affaire. On va garder offensif et défensif pour la fin. Fait que je vais commencer. On va commencer avec les unités spéciales, tiens. Excellent. Joueur des unités spéciales en Division 1. William, tiens, commence donc. Vas-y avec nous. Vas-y avec tes gars, excuse-moi, qui t'ont marqué cette année et pourquoi, s'il y a lieu. Ben, écoute, je suis allé avec plusieurs choix, mais j'ai tranché pour un choix. Je vais expliquer mon choix, puis après ça, on va dropper d'autres noms de joueurs qui président. Moi, si j'avais le droit de vote, mon vote irait à Jaden Rice, le batteur de Knoxville. Pour plusieurs raisons. Premièrement, meilleure moyenne sur les bottées d'envoi, meilleure moyenne sur les bottées de dégagement. Et sur les bottées de placement, c'est le meneur dans la ligue. Il a été c'est 9 en 12. 9 en 12. Et les 3 bottées qu'il a ratés, ça a été des simples. Donc, à chaque fois qu'il a fait un botté de placement, ça s'est généré avec des points. Donc, moi, juste pour ça, c'est quelque chose. Puis, on a vu Jaden Rice à quel point il a été utile pour Knoxville. Combien de fois Knoxville a gagné la bataille du positionnement sur le terrain dans un match à cause de ses coups de canon, autant sur un botté d'envol que sur un botté de dégagement. Alors, pour moi, tu sais, c'est des batteurs, là, ça faut que ça soit spécial quand même pour gagner ce prix-là. Puis, je pense que Jaden Rice, il est dans cette catégorie-là. Puis, moi, si j'avais le droit de vote, ben c'est lui qui l'aurait eu. Après ça a été Alex Bezo, qui a été probablement le retourneur le plus craint de toute la ligue. La meilleure moyenne sur des retours de bottées de dégagement, sur les retours de bottées d'envol. Le toucher qui a fait la différence au bol d'or aussi. C'était un aspect que j'avais mentionné d'ailleurs. Donc, moi, Rice serait mon choix, Bezo serait deuxième. Mais c'est 2 gars qui, pour moi, méritent. Donc, le bulle d'or est donné à Jaden Rice, suivi d'Alex Bezo. Mais pour moi, je pense que Rice était assez spécial comme batteur pour mériter d'avoir le prix. Oui. Marc. J'ai exactement les deux mêmes. Jaden Rice, Alex Bezo. Bon, j'avais nommé Bezo en premier, mais ultimement, là, les deux, c'est deux joueurs spectaculaires. Si j'ai de quoi rajouter du côté de Bezo, c'est l'électricité qu'il amène. Tu le vois jamais vraiment venir, puis il t'explose ça. Non seulement ses unités spéciales, mais même aussi en offensive, ça a été un élément important dans les succès de Limoilou. Justement, pour une utilisation qui n'a pas été... on l'utilise essentiellement sur les unités spéciales, puis quelquefois en offensive, mais je pense que ça maximise son potentiel de ce côté-là. Je reviens encore sur la moyenne là, sur les retours de bottées de dégagement. On parle de 13,5 verges par retour. C'est énorme. Il y a 2 touchés aussi sur les bottées d'envoi cette année. Donc, puis Jaden Wright, tu as tout dit, c'est le meilleur batteur au Québec présentement. Là, Non, puis j'ajouterais pour Bezo, c'est la meilleure moyenne aussi pour les retours de bottées d'envoi, à part Maxime Lavigne, mais Maxime Lavigne en a seulement 9 retours de bottées d'envoi, tandis que les autres en ont 15 et plus. Donc, je parle les autres qui sont les meneurs. Donc, oui, excellent. Moi, j'avais les 2 mêmes premiers. Si on était pour trancher, tu en as un que tu as mis Bezo, Marc, en premier. Et toi, William, tu as mis Jaden Rice. Moi aussi, j'avais mis Rice comme premier. Mais tu sais, je pense que les deux s'équivalent. J'ai aussi une mention spéciale à Samuel Tremblay. Ouais. Samuel Tremblay qui a été solide toute l'année. C'est un 3e là, pour moi. Il n'y a pas de doute que Rice et Bezo sont 1 et 2, là, peu importe l'ordre que vous choisissez bien de les mettre. Mais quand même, une mention spéciale à Samuel Tremblay. Tremblay, il fait tous les bottées pour Notre-Dame. Donc, tu sais, ça, c'est aussi un élément. Il y en a des équipes où bottées d'envoi, c'est fait par un placement ou en tout cas, dépendamment de dégagement, sont faites par d'autres. C'est pas tout le monde la même chose, mais Tremblay fait un peu de tout comme Jaden Rice. Mais Jaden Rice, pour moi, est le numéro 1 justement parce qu'il fait tout. Justement parce qu'il fait tout et mieux que tout le monde. Donc, je place Rice au sommet de la liste. Donc, on peut le dire, bulle d'or à notre ami Jaden Rice. Des Cougars de Champlain, Knoxville. Le joueur le plus spectaculaire de la Division 1, mesdames et messieurs. Marc, à toi de commencer. D'accord. Ben, j'ai 3 noms. Puis je vais les nommer. Pour moi, sont égales aussi.
Ce qu'on cherche dans un joueur spectaculaire, c'est surtout quand on regarde un match, nos yeux sont portés vers ce joueur-là parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer avec eux autres parce qu'ils amènent de quoi d'explosif, d'électrique. Je vais nommer Charles Williams. En fait, les trois ont la même position sur le terrain, là. Charles Williams avec André Grasset, surtout pour sa fin de saison. Au niveau des playoffs, il a été clutch vraiment dans les gros moments. Quand Taché aussi était blessé, il est devenu l'homme de confiance et nous a sorti des gros catchs, dont un d'ailleurs au bol d'or de toute beauté, là, du bout des doigts, c'était de toute beauté. Manny Thibert également, c'est NDF. C'est un joueur que quand j'ai regardé les matchs, souvent mes yeux sont portés sur lui. Lui aussi va te sortir quelque chose out of nowhere. Puis le troisième que je vais nommer, c'est Félix Gagnon à Saint-Jean. Pas le bilan de Grasset. Tu connais un petit peu. Je connais un petit peu. Mais, tu sais, bien, tu sais, de façon générale, Félix, c'est un gars qui est un clutch player. C'est quelqu'un qui est spécialiste aussi de tout ce qui est des balles contestées. Souvent, va gagner ses match-ups à 1 contre 1, va aller chercher la balle. Puis son impulsion aussi va faire qu'il va aller chercher des balles que, au niveau de sa stature, c'est pas le gars le plus imposant, mais il couvre extrêmement large à cause justement de son impulsion et son côté athlétique. On peut penser au catch contre Limoilou, un gros catch qui a amené à la victoire de Saint-Jean. Et puis, son premier catch de la saison, une balle qui tombe dans les mains du demi-défensif, qui est une interception. Il a la présence d'esprit d'y arracher et puis d'aller marquer le toucher avec ça. Donc, c'est le genre de choses qui amènent. Donc, ces trois joueurs-là sont toujours intéressants et sont le fun comme spectateur à voir aller. Fait que, chapeau à ces trois-là. Will? J'aurais ces trois noms-là sur ma liste aussi, mais un autre que j'aime, puis c'est vrai que c'est peut-être pas la position le plus spectaculaire, mais Joey Marcotte, pour moi, quand je vois ce joueur-là courir, il court avec une aisance. Jerry Momo, même chose. Tu veux te déplacer si tu veux voir du jeu au sol spectaculaire, mais tu regardes ces deux gars-là, ils sont capables de te changer. Moi, j'aime ça voir que ces deux gars-là, c'est des gars qui sont bons pour les courses après le plaqué, quand ils décident qu'ils partent à partir du deuxième niveau, mais c'est des gars qui décollent, sont le fun à voir courir aussi. Jason Bile de Vanier, c'est un joueur que j'ai quand même aimé voir. Vanier, c'était pas l'équipe la plus captivante cette année, mais Bile me fait accrocher à regarder plus de matchs de Vanier que j'aurais. En fait, des fois, des matchs qui étaient moins serrés, mais de les voir plus longtemps pour voir la différence que ce gars-là pouvait faire sur le terrain. Il a fait des gros catchs, même quand on sait que c'était la cible numéro 1 de Riley Element cette année, et avec raison, là, c'est tout un receveur de passe. Moi, j'ai aimé voir ce gars-là en action aussi, faire des attrapés contestés, des attrapés avec des doubles, des triples couvertures sur lui aussi à des moments opportuns. Puis c'est un gars qui aussi que je trouve spectaculaire dans sa façon de jouer, dans sa façon de courir ses tracés aussi. C'est un gars qui est assez dynamique. Puis ça, c'est une chose que j'aime beaucoup voir. C'est sûr que c'est aussi peut-être plus une mentalité d'entraîneur aussi de voir ça, mais c'est un gars qui est assez dynamique. Puis je pense qu'il amène quelque chose de très, très intéressant sur le terrain. Puis comme je l'ai dit, grâce à lui, mais des fois, tu voulais regarder plus de matchs de Vanier ou revoir des matchs de Vanier parce que tu voulais voir ce que le numéro 7 pouvait faire sur le terrain pendant une partie. Ah, bon choix, c'est clair que Bile a été la seule ou presque bougie d'allumage du côté de Vanier, mais il valait la peine, effectivement. Écoute, tous des bons choix. Il y en a là-dedans. Moi, j'avais effectivement Charles Williams, j'avais Félix Gagnon. Je vais rajouter, vous avez dit Joey Marcotte. Moi, j'ai deux autres porteurs de ballon que je trouve particulièrement explosifs et qui savent briser des plaqués, mais de manière spectaculaire aussi. Des fois, c'est des 360, des choses comme ça. Paul Camden de CNDF. Franchement, il a pris la place de Rémi Nadeau pendant la saison et plus ça avançait, plus le ballon, c'était à lui. Paul Camden, ne lui laissez pas 2 verges de lousse, vous allez l'échapper. C'est systématique. Des courses spectaculaires, une après l'autre. Donc, oui, souvent, ce qui arrive, c'est que les porteurs de ballon, oui, on les voit faire des gains de 2 verges, 3 verges. Évidemment, ces jeux-là ne sont pas spectaculaires en soi, mais des gars comme Camden, c'est ça. C'est des gars qui te donnent le ballon, puis tu sais que pouf, ça peut exploser n'importe quand. Et un autre qui est comme ça, c'est Isaac Lafontaine. Lafontaine de Garneau, son explosion est fantastique.
Et j'ai été particulièrement impressionné les fois, puis il l'a fait notamment contre Saint-Jean, mais il l'a fait à d'autres reprises, évidemment, dans la saison. Dès qu'il dépasse un joueur, son explosion, il n'est pas rattrapable. Donc, tu sais, c'est souvent, tu as des porteurs de ballon qui ne sont pas nécessairement les plus grands marchands de vitesse. Il y a une explosion, mais ça dure 7 verges, puis après ça, ils ont atteint leur... Lui, il continuait d'accélérer. Fait que c'est un gars capable de faire le gros jeu, toujours. Donc, c'est... j'ajoute ces deux gars-là parmi ma liste. Il y a tellement cette vitesse-là que souvent, même vers la fin de la saison, on a commencé à plus le faire chez Garneau. On l'alignait comme receveur et on faisait des jet sweeps avec lui. Donc, c'est parce qu'il y a tellement cette vitesse-là. C'est un excellent choix aussi, Lafontaine. Fait que je sais pas à qui... Ouais, vas-y. Pour l'avoir vu aussi live là, à hauteur de terrain, là, c'est vraiment impressionnant ce que tu dis. Sa technique est excellente, puis il gagne. Il va créer une séparation encore plus. Fait que oui, excellent choix. Fait que moi, j'avais pris Lafontaine pour être mon choix, mais écoute, je pense que là-dedans, on a un paquet de joueurs extraordinaires à suivre et à surveiller match après match, parce qu'il y a des joueurs spectaculaires, il y en a un puis un autre, puis des fois, c'est juste la situation de match qui fait en sorte qu'ils sont capables de te le montrer, puis il y a des saisons où tu en as plus que d'autres. T'aurais pu. Je pensais que tu t'en allais sur Kevin Spall, puis ça c'en est un autre aussi. Oui, ça en est un autre qui aurait pu être là, effectivement. Coach de l'année, les gars. Will, commence donc. Les coachs. Vive les coachs. Non, ça... Hey, écoute, j'ai hésité entre deux. Écoute, clairement, Limoilou a encore une grosse saison. Tu peux les mettre faciles. Puis des fois, il y a une tendance dans le monde du sport. Au football collégial, là, quand tu regardes les prix dans les dernières années, ce côté-là était quand même respecté. Qu'une équipe qui finit en tête, on va quand même leur donner du crédit et on va voter pour eux. Mais tu sais, souvent dans la Ligue nationale, même dans la NFL, on aime ça, la belle histoire puis tout. Mais moi, je vais y aller avec ça, de ce côté-là, juste pour ça. Dave Parent, il a fait ses preuves. Pour moi, il est allé au bol d'or et tout, puis il mériterait de gagner. Et je vais y aller, puis c'est même pas parce que je le connais personnellement, puis parce que c'est... Mais écoute, ce que les Géants de Saint-Jean ont accompli cette année, de se qualifier pour la première fois dans un match à domicile en D1, c'est déjà un exploit. Ce que l'offensive a fait, ce que la défensive a été fait, c'est la seule équipe qui a battu Limoilou aussi. Alors, je vais y aller avec Jean-Philippe Bégin, le groupe d'entraîneurs des Géants. Pour moi, je pense que c'est peut-être une saison d'avance sur ce qu'on croyait voir les Géants pour plusieurs. Là. Donc, moi, pour plusieurs raisons, on a eu une des attaques les plus explosives. La défensive a quand même fait du bon travail avec beaucoup de jeunes. Une jeune équipe là, quand même. On aurait été capable de terminer 4e. Malheureusement, c'est sûr que ça n'a pas fini comme que ça voulait en série, mais pour moi, je regarde l'ensemble de la saison régulière. Je pense que Saint-Jean qui a battu CNDF, qui a battu Limoilou, ils ont battu des grosses équipes. Là. Ils n'ont pas juste gagné contre le Vieux-Montréal, puis contre Garneau, contre les 3 équipes. Ils ont battu des équipes de tête. Ils ont perdu un point contre Lennox. Alors, je pense que Jean-Philippe Bégin et tout son groupe d'entraîneurs méritent. Alors, JP Bégin, coach de l'année, je vais donner mon choix devant Dave Parent, qui était mon deuxième choix, évidemment. Très bon. Marc? Ben, je vais rester dans le coin de Saint-Jean. Mon premier choix, c'est Dimitri Morin, en fait. Comme coordonnateur à l'attaque. Tu vas avec les coordonnateurs. Là, tu embarques sur en fait, pour moi, ça en fait partie. C'est pour ça que j'ai pris le groupe d'entraîneurs. Ah, mais c'est tout le temps ça. Quand tu prends l'entraîneur-chef, je pense que le monde faut prendre pour acquis. Si le monde ne le fait pas, là, je pense que le monde doit prendre pour acquis que ça implique tout le groupe d'entraîneurs qui vient avec. Particulièrement Dimitri pour ce qu'il a apporté à l'offensive. Puis la différence en 2022 versus 2023, on avait une attaque déjà qui était solide, peut-être un peu moins explosive, mais là, cette année, on est arrivé avec la deuxième attaque en Division 1 pour le nombre de points marqués. On a généré 3430 verges en attaque, dont 36 touchés. Pour une première année comme coordonnateur à l'attaque, là, on peut dire qu'on mission accomplie de ce côté-là. Puis mon deuxième choix que j'avais mis, c'est Dave Parent. J'ai ressorti non seulement les stats de cette année, on les connaît, mais durant les 3 dernières années, là, il est à 23 victoires, 2 défaites, 6 et 1 en playoff, 3 apparitions au bol d'or, 2 titres. Ah oui, là, écoute. Pas grand-chose d'autre à dire, mic drop, puis Dave Parent, son organisation, regarde, c'est du A1 encore cette année. Exact. Regardez, j'étais à la même place que vous. Ce
qui a été impressionnant, c'est ça, avec JP Bégin, c'est la réalité où tu as intégré un coordonnateur qui c'était sa première année et tu sais, oui, tu l'as laissé travailler, il a bien fait ses choses, tu as réussi. Tu sais, c'est l'amalgame de tout ça qui a rendu Saint-Jean, qu'on a vu comme un contender avant d'arriver en éliminatoire. Comme tu as dit, William, oui, OK, ils ont frappé le mur solide, mais c'est une équipe jeune et tout. Je pense qu'il faut oui, il y a un aspect spectaculaire au fait qu'on ne s'attendait pas à ce que Saint-Jean fasse ça cette année, qui fait que peut-être qu'on donne le edge à Jean-Philippe Bégin, mais c'est clair que Dave Parent, ce qu'il fait, puis oublions pas, pendant la saison, il y a eu des blessés là, à Limoilou, en défensive notamment, des blessés importants, et puis on a continué d'être une bonne équipe. On a continué d'être extrêmement solide. On a perdu beaucoup de joueurs l'année passée. Les joueurs qui sont venus prendre la relève, il y a eu des jeunes là-dedans, je pense à des jeunes secondaires notamment qui sont rentrés, qui ont fait le travail. Donc, pour ça, il faut être un entraîneur qui crée une culture, qui sait comment passer le flambeau, si on veut s'assurer que tout le monde sache comment faire passer le flambeau, que la façon dont on travaille, c'est assez clair pour que tout le monde puisse embarquer. Fait que, Dave Parent, pour ça, l'ensemble de l'œuvre fait en sorte que c'est peut-être à l'heure actuelle le meilleur coach de football collégial D1. Mais pour cette année, juste parce que cette année, ils ont fait quelque chose de spécial, je vais le donner à Jean-Philippe Bégin. Mais écoute, là, non, pour moi, c'était vraiment les deux tops. Mention spéciale assurément à Tony Adeluca. Après une saison difficile l'année passée, on est revenu cette année. Puis on a fait comprendre, puis je pense que nos jeunes ils ont compris que c'était pas une saison comme il s'était supposé se passer en 2022, mais cette année, en 2023, ils ont mis une solide équipe sur le terrain. Ils ont fait excellent du début à la fin de l'année. Donc, Tony Adeluca, un autre gars d'expérience, plus d'un tour dans son sac, sait comment ça marche, mais c'est pas tout d'avoir la recette. Il faut être capable de la faire soir après soir. Puis il a été capable là, à chaque semaine de mettre une équipe extrêmement compétitive sur le terrain. On pourrait même donner, on peut souligner sur le passage Marc-André Dion, Jeff Jonca qui amène encore leurs équipes dans le corridor en D1, malgré des débuts de saison. Alors, il y a beaucoup de stabilité en D1. Je pense que ce que les géants vont tenter d'implanter aussi. Alors ça pourrait faire des belles rivalités. Je pense que c'est pour ça qu'il faut. J'ai tranché pour Bégin et le groupe d'entraîneurs parce que quand tu y vas vraiment avec le groupe d'entraîneurs, Bégin qui coordonne la défense, ils ont quand même bien fait. Morin a eu toute une saison à l'attaque. Sur des unités spéciales, on a quand même vu des belles choses aussi. Donc, on a une bonne structure aussi. Alors, moi, c'est pour ça que je l'ai donné, parce qu'on est en train d'implanter quelque chose de très solide en D1. Puis, on le fait un an peut-être à l'avance, comme je l'ai dit, sur ce que les experts pensaient. C'est qui les experts, c'est nous autres? Ben oui, c'est ça. Ce que le bulletin sportif pensait. Oui, c'est ça. Match de l'année. Ça, je trouve ça cool. Le match de l'année en Division 1. Écoutez, allez-y. Marc, t'en penses quoi? T'as vu quoi comme étant ton match de l'année? Ouais, j'en ai 3. Le premier, c'est le 30 septembre, Saint-Jean contre Limoilou. J'étais là. C'était un upset, il fallait le vivre. Ça a été de l'intensité jusqu'à la fin, une température parfaite. Un gros statement au niveau de la Ligue, puis de la façon que ça s'est fait aussi. C'était de façon. Un match serré aussi, là. C'est pas. Ça finit 41-34, je pense que c'était 35-34 jusqu'à la fin. Ou en tout cas, il y a eu un touché au milieu du quatrième quart, mettre ça 41-41, puis après 41-34, excuse-moi, puis 41-35, excuse. Puis après ça, Saint-Jean a réussi à garder ça, mais effectivement, un grand match. Ouais. Ensuite, le 14 octobre, Lennox contre Saint-Jean, encore là, 28-27 pour Lennox. Ça s'est joué sur un converti de 2 points à la fin. Donc, tout le monde était dans le stade. On était tous... ça donne un show spectaculaire. Et puis, le dernier que j'ai nommé, c'est Limoilou contre CNDF, le 20 octobre, 35-31. La remontée dans les 3 dernières minutes de Limoilou, qui avait tout fait pour perdre le match. Puis, finalement, regarde, un peu de marcotte, un peu de Ouellette.
Ça aide tout le temps. C'est des ingrédients qui ajoutent en masse de piquant. Écoute, trois choix, juste te dire, j'ai exactement les trois mêmes matchs. Puis j'ai choisi le match de la victoire de Saint-Jean contre Limoilou. Je pense, comme tu disais tantôt, ça, c'est unanime, je pense. C'est le match qui a fait passer Saint-Jean de « Oh, ils roulent, ils font bien, il y a une bonne attaque » à « OK, ils sont pour vrai ». Donc, non, je pense que c'était le match. Tu sais, puis tu regardes, les deux autres ont été des bons matchs, mais lui a été quelque chose. Tu fais bien souligner parce que tu as vu la préparation des équipes contre Saint-Jean après, c'était pas pareil. On prenait vraiment Saint-Jean au sérieux puis comme une menace que c'était pas un coup de chance. Notre battre CNDF puis Limoilou, là, presque coup sur coup. Donc, c'était très solide. Là. Il y a eu moi aussi, j'ai les trois mêmes matchs, mais je pense que Saint-Jean, Limoilou, ça m'avait fait penser, moi aussi, j'étais là sur place, Marc, à ce match-là, puis ça m'avait fait penser au match Rams-Chiefs il y a quelques années. Les deux équipes étaient premières de chacune de leur association. Ça avait fini 55, je sais pas quoi. Jared Goff avait 5 passes de toucher, Mahomes 6, tu sais, puis dans tout ça, il y a eu un gros jeu défensif qui a fait la différence. Puis ça, Saint-Jean, c'est Kanata Carrien a intercepté le ballon pour faire changement. C'était lui qu'il fallait qu'il finisse le match. C'était une pièce d'anthologie. Mais ça, c'est un match, une pièce d'anthologie. Je pense que tu parles à pas mal tout le monde dans la ligue. Tout le monde qui a vu ce match-là vont faire, c'était spectaculaire. Tu sais, il n'y avait pas de temps mort dans ce match-là. Il y avait tout le temps quelque chose qui se passait. Alors, je pense que c'est pour ça que je mettrais. Je pense que c'est pour ça que c'est unanime aussi comme match de l'année. Puis tu sais, c'est pas tant surprenant quand on regarde ça, les trois matchs. Dans deux de ces trois matchs-là, il y a Limoilou. Dans deux de ces trois matchs-là, il y a Saint-Jean. C'est les deux attaques les plus productives cette saison. Et on choisit le match entre ces deux équipes-là qui nous ont donné des flamèches plus qu'en masse, un feu d'artifice. Fait que non, puis tu le dis, en plus, c'était tellement un bel après-midi pour avoir du football. C'était magnifique. Fait que franchement, bon, ben écoute, je pense que fin septembre, on était en short. Fait que c'était cool. Ouais, je me fie pas à ça. Moi, je vois des coachs sur les lignes de côté qu'il fait moins 2 et sont encore en short. Fait que... Un mec qui porte des lunettes de soleil, même dans la noirceur. Fait qu'il faut pas se fier à ça. Regarde, tout se peut maintenant. Oui. OK. Maintenant, notre héros obscur. Qui est votre héros obscur? Ou qui sont vos héros obscurs? Will, vas-y donc. Écoute, quand même une belle liste. Héros obscur, j'ai essayé d'enlever. Pour moi, la galerie, j'enlève presque les deux meilleurs joueurs offensifs, mais deux meilleurs joueurs défensifs de chaque équipe. Là, je me dis, j'y vais avec quelqu'un qui a eu quand même un impact significatif. Donc, moi, si je vais défensivement, CNDF avait toute une défense, on s'en rappelle évidemment avec Bolo et Gosselin, mais un qui a passé sous le silence et qui a été très bon toute l'année, c'est Charles-Antoine Ledoux. Pour moi, qui a été exceptionnel. C'est pas le joueur que tu nommais en premier. Quand tu parlais de CNDF, tu parlais au coach adverse, puis tu te demandais hey, qui tu penses qu'on va contrer aujourd'hui, puis ça parlait de Bolo, ça parlait de Gosselin, évidemment, puis avec raison, mais Ledoux est exceptionnel. 2 interceptions, il y a 2 plaqués pour perte, il y a 35,5 plaqués, il est dans les meilleurs dans la ligue. Donc, pour moi, c'est un joueur qui rentrait dans cette catégorie-là, que j'aimais beaucoup. À Saint-Jean, il y en a un que j'ai aimé beaucoup aussi, qui est dans la tertiaire, c'est Mathis Leboeuf, qui pour moi est un joueur qui est très intelligent. Donc, qui était pour moi, je pense, le joueur avec comme un peu le cerveau de cette défense, sans être le plus spectaculaire, mais qui était probablement le plus efficace. Ça, c'est les joueurs que j'ai choisis en défense. Je pense que c'est des gars qui ont fait le travail. Quand tu regardes aussi André Grasset qui a eu toute une saison en attaque, Gabriel Taché, Charles Williams, je pense qu'on a parlé de ces gars-là beaucoup. On a parlé de Kervin Spall. Mais écoute, le héros obscur, je vais le donner à la ligne, à l'attaque d'André Grasset, qui je pense a permis à cette attaque d'être dynamique, d'être capable d'aller chercher du jeu au sol équilibré, du jeu de passe intéressant. Je voulais pas, je pense que il y avait des éléments intéressants à Grasset, mais mon focus est allé sur leur ligne à l'attaque parce que je pense que tu regardes, ils ont quand même des joueurs dans les plusieurs catégories. C'est intéressant. Un autre à CNDF, on parle beaucoup de Manny Thibert, on a parlé du joueur de porteur de ballon Nadeau et Camden, mais Sotirov, pour moi, c'est un joueur qu'il faut que tu rentres là-dedans parce qu'il a fait des belles choses à l'attaque, mais il est excellent sur les unités spéciales aussi.
Alors, c'est un joueur qu'il faut que tu peux considérer. À Saint-Jean aussi, à l'attaque, on parle beaucoup de Carnian, on parle de Joly, on parle, il y a Gagnon. Tu peux mettre Gagnon puis Joly dans cette catégorie-là parce qu'après Carnian, c'est des gars qui ont permis. Mais Héros Obscur de Saint-Jean, il est arrivé vers la fin de la saison, c'est Jonah Lacasse. Le jour où ça a commencé à marcher, à faire effet quand Lacasse a commencé à prendre son aise. Donc pour moi, ça peut être ça peut être un Héros Obscur qu'on peut donner. Puis j'ai bien aimé aussi Xavier Baudouin à Limoilou qui a pas les stats évidemment d'un Carnian, d'un Bell, d'un Taché, mais qui a eu son mot à dire, surtout en éliminatoire, lorsqu'on a distribué le ballon. Avec Mathis Bouchard, ça a été un excellent duo de receveurs de passe, donc je pense qu'il mérite. Lui et Mathieu Boivin, là, je pourrais mettre les deux, je pourrais mettre ce duo-là. C'était des héros obscurs derrière Bouchard, derrière Marcotte, derrière Ouellette, qui ont permis à Limoilou d'avoir une attaque qui a fini numéro 1, évidemment, au bout de l'année. Donc, plusieurs héros obscurs. Mais si j'avais un choix à faire, en tout et partout, à la défense, je le donnerais à Ledoux, puis à l'attaque, je le donnerais à Baudouin. En fait, pas à Baudouin, mais à Sotira parce qu'il amène un élément. Enfin, ça serait deux gars de CNDF, finalement. Ledoux et Sotira. Parce que Sotira. CNDF ont été obscurs. Ben, ils avaient quand même des bons duos, mais tu sais, Sotira va amener un élément sur les unités spéciales aussi qui me fait pencher pour lui. Absolument. Good. Marc? Good. Mon premier, Mathis Paquet, Will Linebacker à Limoilou. Quand j'ai regardé les statistiques, quand on a préparé ça, ça se fait pas sur le coin d'une table. Là. On fait quand même nos devoirs, on regardait ça. Puis son nom a sorti dans les leading tacklers, en fait. Puis, il est top 10, je pense. De mémoire, on n'a jamais parlé de Mathis Paquet. Fait que j'ai refait des recherches, j'ai ouvert des tapes, j'ai regardé les tapes des séries, tout ça, le bol d'or. Puis ce gars-là, honnêtement, moi, sous le radar, là, naturellement, je suis un gars qui va regarder de l'offensive beaucoup. Fait que, défensivement, c'est rare que je ne fais pas des recherches super poussées nécessairement de base. Là. Mais je suis allé vraiment agréablement surpris. On parle de 39,5 plaqués, 4 sacs en saison régulière, 1 interception. En playoff aussi, 10 plaqués dans ces 2 matchs. Puis, gros bonhomme, physique, peut jouer côté court, outside backer, même un nickel back. Vraiment, un chapeau. Les chiffres m'ont amené à ce joueur-là. Fait que ça, c'est mon premier. Deuxième, Mathias Lefebvre à Saint-Jean. Receveur de passe, 16 catchs dans la saison, 6 touchés. Donc, Monsieur Red Zone par excellence, on voit qu'on voit peu parce que les autres sont exposés, parce qu'on les vise souvent, mais était clutch. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le toucher victorieux contre Limoilou, une balle contestée super serrée. Donc, lui, l'année prochaine, il va prendre aussi de plus en plus de place. Fait que chapeau à lui. Puis le dernier, on a parlé dans les joueurs les plus spectaculaires, Isaac Lafontaine. La bougie d'allumage de Garneau à l'attaque. C'est pas très obscur, là, mais quand même, je pense que dans une fiche, bâton qui était moins glorieuse cette année pour Garneau, je pense que l'étincelle venait de Lafontaine, surtout qu'on a moins vu aussi Terrell Larochelle, probablement pour des blessures, tout ça. Fait que, merci à Lafontaine d'avoir amené ce qu'il avait amené pour Garneau. Voilà. Très bon choix. Moi, en attaque, en fait, je ne suis pas allé plus attaque que de défense. Je n'ai pas fait un choix. C'est juste que lui, c'est un gars en attaque. Raphaël Saint-Hilaire de Champlain-Lennoxville. Le tight end là-bas, c'est des gars dont on parle pas beaucoup, surtout au football canadien, mais a été un joueur ultra important pour Champlain-Lennoxville pour assurer la qualité du jeu au sol. Donc, Raphaël Saint-Hilaire. Les 3 autres sont en défensive. J'ai Alexis Dumais aussi de Champlain-Lennoxville qui a connu une superbe saison. Yves-André Marie Nenon qui lui aussi beaucoup, un des meneurs au niveau des interceptions cette année, un gars dont on n'entend pas assez parler, mais un gars qui a été efficace toute l'année. Puis à Grasset, le gars qui passe derrière tout le monde, derrière Niago, derrière Blaise, derrière Bright Rukondo.
mais c'est un gars qui va avoir une belle carrière universitaire, j'en suis persuadé. Victor-François Paradis. Ah oui. Écoute, un gars qui est partout à tous les matchs, très constant, un gars très, très, très efficace, couvre beaucoup de terrain. Victor-François Paradis, un gars ultra important dans la défensive de Grasset cette année. Je ne sais pas si j'ai un nom en particulier. Je serais allé avec Paradis de même, mais encore une fois, comme pour bien d'autres des catégories. c'est un feeling, là, mais pour moi, Victor-François Paradis, c'est un gars, on dirait qu'il a tout peut-être un peu là, à Grasset, que je... Il y a un que j'avais mis aussi sur ma liste, là, je viens de voir que je l'avais rajouté à la fin, mais il y a eu une blessure, puis ça lui a fait rater quelques matchs, mais qui était dans la même lignée que Saint-Hilaire et Charles-Olivier Cyr à Saint-Jean. Oui. Ce qu'il apporte sur le bloc, ce qu'il apporte sur la passe, ça aussi, c'est en termes d'héros obscurs, c'en est tout un, puis parce que je l'ai coaché, je l'ai mis sur ma liste. Saint-Hilaire, excellent choix, honnêtement. Oui. Jaloux, c'était un. Puis non seulement sur la passe aussi, il était exploité. Il a ses ballons et tout, là, mais il y a un rôle vraiment complet dans cette attaque-là. C'est un gars important. Joueur offensif et défensif. On va commencer avec joueur défensif. Hey, garde-toi donc, commence donc. Tu veux que je commence? Correct. Vincent Gagné de Limoilou. C'est jeu clé. C'est un gars qui, on s'entend, on n'a pas le goût de viser dans ce coin-là quand on est en attaque. Vincent Gagné, probablement, à mon avis, cette année, le demi de coin le plus dominant de la saison. Sur la ligne défensive, je sais que c'est une équipe qui n'a pas marché cette année, mais c'est une équipe qui a donné tellement de beaux signes pour sa défensive. Sammy Joe Souda. De Vanier. Oui, j'aurais pu nommer Thomas Gosselin, puis je nomme même pas Thomas Gosselin, je nomme Sammy Joe Souda. Et je nomme pas Gosselin parce que mon choix numéro 1, c'est Steve Bolo-Mboumois pour joueur défensif de l'année. Puis je nomme pas Gosselin juste parce que par principe, je voulais pas nommer deux gars de la même équipe, là, mais c'est vraiment, écoute, ça vaut ce que ça vaut comme principe. Mais ça enlève rien. Moi, j'ai parlé de Gosselin depuis le début de l'année, puis c'est un gars que j'ai adoré, puis n'importe quand. En fait, j'aimerais ça avoir un petit duo, jouer une 43 avec Souda et Gosselin, mais ça, c'est une autre histoire. Mais il reste que Bolo, mon joueur de l'année, je pense que le début de l'année, il l'a positionné, puis c'était clair, il a ramassé le maximum de ses statistiques à ce moment-là. Puis plus l'année avançait, les stratégies, même si au début de l'année, je pense que les équipes s'en doutaient, voulaient organiser ça, mais plus l'année avançait, les coordonnateurs à l'attaque voulaient éliminer Bolo. Fait qu'il y a eu moins de stats à certains moments, là, mais on s'est arrangé pour l'éliminer. Puis moi, je pense qu'à partir du moment où tu es un joueur qu'on évite, puis je parlais de ça par rapport à Vincent Gagné, même chose. Quand tu es un joueur qu'on évite, tu es un joueur ultra important. Donc voilà, pour moi. Fait que je me suis gâté, c'est ça que ça donne. Oui. Pour ma part, j'ai Vincent Gagné aussi dans la tertiaire. Excellent choix, surtout en play-off. 11,5 plaqués en play-off, 2 interceptions, dont un pour un touché. On se rappelle. Très bien, oui. C'était très spectaculaire. Steve Bolo, on ne peut pas passer à côté non plus. Quelle présence sur le terrain, c'est ça. Ton plan de match est fait. Il faut que tu saches à tout moment où il est sur le terrain. Fait que ça en dit long là, sur la qualité du joueur qu'il est. Et puis, j'ai nommé, je ne sais pas si c'est un joueur ou deux joueurs, mais j'ai mis Sean Stoney puis Loïc Rancourt. Les gars-là sont. Tu regardes les stats, c'est des frères cosmiques, là, je veux dire. C'est pas des gobelets. Ouais, c'est à peu près les mêmes stats. J'ai sorti ma calculatrice, là. Combiné 93 plaqués, 7 sacs, 4 interceptions. Et 17 passes rabattues. Moi, j'avais rajouté 17 passes rabattues. Oui, exact. 17 plaqués pour perte. Ouais, 17 plaqués pour perte. Excuse. Je pense qu'ils ont une ou deux passes rabattues en plus. Ces deux gars-là sont à 8 pieds de distance sur le terrain. Fait que non, ça dit tout. Excellent choix. Will? Écoute, j'adore vos choix aussi. Moi, un que j'ai mis là-dedans, moi, j'avais... Sanier, j'ai parlé à la mi-saison. J'aurais pu le mettre dans les héros obscurs. Je ne l'ai pas mis dans les héros obscurs parce que je l'avais mis dans ma liste défensive. C'est Antoine Fournier à Lennox. Moi, j'adore ce joueur-là. C'est un gars qui est toujours à la bonne place sur le terrain, qui fait rarement d'erreurs. Moi, c'est des joueurs comme ça que j'aime aussi voir en défensive. Des gars qui trichent rarement, qui vont être capables, qui vont jouer. Tu sais, Fournier joue physique, mais dans les limites de la légalité. Tu sais, c'est pas un joueur qui est facile à déjouer. Il y a 2 interceptions, 2 plaqués pour perte. Puis c'est un gars qui
fait des plaqués. C'est rare qu'il va rater un plaqué parce qu'il est souvent bien positionné. Il arrive souvent en contrôle et des choses comme ça. J'ai mis là-dedans. Je pense que ça a été une pierre angulaire de la défense de Lennox aussi là-dedans. Sonny Rancourt, je les avais tous les deux aussi. Mbolo aussi. Mais moi, j'ai pris Gosselin. Je pense que Gosselin a amené quelque chose aussi d'intéressant. Je pense que la présence de Bolo a aidé à Gosselin, évidemment, à se démarquer aussi. Mais je pense que Gosselin a eu un impact. Oui, peut-être pas au niveau des statistiques, il n'a pas l'impact de Bolo, mais je savais que Bolo serait choisi aussi. Donc, je me suis dit, je vais aller ailleurs. Mais Gosselin, c'est un gars qui aurait un de mes votes. Honnêtement, j'ai vraiment aimé la défensive. CNDF avait quand même des bons éléments, tu sais. Puis Gosselin, moi, j'ai aimé. Il y a 6 sacs, il y a 12 plaqués pour perte. Il y a 28 plaqués au total, mais c'est un gars qui. Combien de fois il a fallu le doubler parce qu'il il rentrait comme une bête. Puis. Tu sais, il y a une statistique qu'on voit pas, mais combien de fois quand tu regardes des matchs puis il frappe le corps arrière, mais tu sais, qu'il rabat au sol, mais que ça compte pas dans la statistique. Tu sais, pour moi, c'est quelque chose qui est significatif aussi. Ça veut dire que le gars il est capable de gagner ses batailles et tout pareil. Donc, ça serait mon choix, Thomas Gosselin en défense pour le joueur défensif. Excellent choix. C'est un excellent choix. Joueur offensif, on s'en va de ce côté-là. Marc? Alors, on n'a pas fait le trophée Oscar. Tu le fais à la fin? Ah, t'as bien raison. On le fait correct. à la fin. Avant le MVP, là. Avant le MVP. Ah, mais y avait-tu un MVP? Ben, moi, non, il n'y a pas de MVP. C'est moi que j'ai considéré, là. Moi, j'ai considéré un MVP. Non, ben, ton MVP, pas mal tous ces gars-là. Le joueur offensif, parce qu'on sait c'est qui ton MVP. Fait que, on va aller avec, le joueur offensif ou le MVP de William. D'accord. Dans ta carrière, il n'y a pas. Écoute, tous ceux qui ont battu les records dans les autres années ont gagné des trophées. Pourquoi lui, il n'en gagnerait pas un? Honnêtement, là. Puis dans la ligue, là, parce que là, nous, on le fait pas finalement, le MVP, mais je l'avais considéré, mais c'est mon joueur offensif. Parce que j'avais Carnier MVP ou Ouellet offensif. Tu as raison, en fait, parce que pour vrai, il y a un prix au collégial, il y a un prix MVP puis un prix joueur offensif. Je pense qu'on donne plus de trophée à deux au même joueur, je pense. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on a différencié. Bien fait, là, dans le fond, c'est toi qui as raison dans la façon de faire. Donc, Ouellet, joueur offensif. Ouellet, regarde, je vais y aller rapidement sur les deux. Là. Je veux laisser du temps aussi pour la D2. Mais Ouellet, pour l'ensemble de l'œuvre, je pense que, écoute, peut te faire mal avec ses jambes, peut te faire mal avec son bras. On a vu ce qu'il peut amener. C'est un joueur très intelligent. Tu fais juste regarder aussi par la passe son ratio de 13-4. C'est plus 9 sur le ratio des passes de toucher versus des interceptions. Donc, joueur offensif dynamique. Carnier. Joueur par excellence. Et le joueur par excellence, je m'explique, moi je vote pour le joueur par excellence. C'est le joueur le plus utile même à son équipe pour moi. Et si tu enlèves ce joueur-là de cette équipe-là, est-ce que là, la même saison? Est-ce que tu enlèves Nathan Carnier des Géants, Saint-Jean est 4e, ils sont 5-3, puis on est en train d'en parler, puis on a donné, tu sais, je pense pas. Il a battu le record, mérite le trophée. Regarde, si la RSEQ vote pas pour lui, je ferai un show spécial de pourquoi Nathan Carrière va être MVP puis que je vais me fâcher pendant une demi-heure. Mais tu sais, non, je pense que tu peux pas passer à côté de lui. C'est le joueur par excellence dans cette ligue-là. Puis écoute, les défensifs ont tenté de trouver des solutions pour le contrer, puis ils n'ont pas été capables pareil. Il y a eu une grosse saison. 57 catchs, 1171 verges. Ça, c'est 20,5. Il y a 14 touchés. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ben écoute, le gars qui battra son record sera celui qui voulait plus, mais en attendant, c'est lui qui vient de l'établir. Puis on pense que cette ligue-là en a connu un puis un autre des receveurs de qualité. Écoute, Vincent Formon-Blot, Kevin Mittal, on ne parle même pas de pied de céleri ici. Là. Non, écoute, il y en a un puis un autre, là, comme je disais, qui sont passés par là. Des combinaisons de receveurs et de receveurs avec des bons corps arrière, là, il y en a eu. Puis le fait qu'on a vu Carnier réussir ça cette année, c'était fantastique. Ce que tu veux de plus, c'est qu'il revienne une autre saison. Oui. Et ça arrivera avec son comparse Théroux. Ouais. Fait que ça va être à suivre absolument. Marc, je ne sais pas si tu allais ailleurs ou si tu avais d'autres noms. J'avais un autre nom. J'avais Jérémy Ouellet. Juste pour moi, c'est écrit leader. C'est à côté du nom de Ouellet. C'est leader. Fait que je rajoute pas. J'ai rajouté, évidemment, Nathan Carignan était là, top of the list, t'as tout dit. Pepe Gonzalez aussi. Pour moi, c'est un des meilleurs corps arrière. En tout cas, l'année prochaine, s'il n'est pas un des top receveurs déjà avant
QB avant le début de la saison. L'évolution qu'il y a eu, même si sa saison était solide, mais en plus d'un playoff, il a steppé up. Là, il finit avec 67% de complétion d'un playoff, 8 touchés, 1 interception. Ça dit tout. Là. Ah, exact. Ben, en fait, c'est probablement, assurément qu'il va être un des favoris l'année prochaine. Puis s'il y en a un qu'on voit avoir une carrière universitaire, qu'on a hâte de suivre sa carrière universitaire parce qu'on le voit très bien transposer son jeu à ce niveau-là, c'est Pépé Gonzalez. Fait que ça va être intéressant, c'est sûr. Mais je pense que, regarde, il n'y a pas photo, comme diraient certains. Mm-hmm. Nathan Carignan a eu une saison record, fait que ça dit tout. Puis Jérémy Ouellet, même chose. Là, je pense que Jérémy Ouellet a été le joueur qui a fait en sorte que l'attaque de Limoilou, puis Joey Marcotte, là, on n'a même pas nommé Joey Marcotte dans tout ça. Puis Joey Marcotte a été formidable, mais tu l'as dit, leader, ça a été le gars qui est capable de tout faire, qui a amené cette équipe-là à gagner ultimement le bol d'or. Donc, Jérémy Ouellet, absolument, il faut le nommer. Mais c'est vraiment le record qui fait en sorte que Nathan Carignan, en tant que joueur offensif, a été le numéro 1 cette année pour tout le monde. On va terminer cette section-là de la D1 rapidement avec le trophée Oscar pour la meilleure couverture sur RSEQ.direct. Marc, tu donnes ça. C'est ton trophée. C'est ton trophée. Top 1 pour moi, Limoilou. L'image, toujours bon. L'animateur est coloré, amène une belle vie. Fait que Limoilou, mention spéciale à Lennoxville avec son animateur puis l'analyste Kevin Mackey. Will? J'ai les deux même. Honnêtement, c'est les deux que je pense qu'ils ont donné... qu'on aimait, t'avais écouté la description, t'avais écouté tout. C'est vrai que Kevin Mackey a amené quelque chose de très intéressant à Lennox. C'était un gros mot leader pour être sur un statu quo tant qu'à moi, puis vous trancherez là, pour celui qui se mérite le premier bulle d'or dans cette catégorie, là, mais honnêtement, pour moi, je les ai mis ex aequo. Ben, moi, je vais le donner à Champlain. Parce qu'on parle de couverture, donc c'est pas de nommer qui est la meilleure, nécessairement qui est le meilleur descripteur ou quoi. C'est qu'on nous présente on a, en partant, on a le score avec le temps qui roule, fait qu'on sait exactement où on en est. On a une production complète, on a des reprises. Donc, il y a un élément là-dedans de plus où est-ce qu'on a vraiment une production là, qui nous est présentée. Fait que pour ça, je vais trancher en faveur de Champlain-Lennoxville. Donc, c'est vraiment pour l'ensemble de l'œuvre de tout ça. On va aller à des deux parce que ça roule, puis on a plein d'affaires à raconter. Mais si on veut un jour que le monde ait fini d'écouter le show. Ben, c'est sûr qu'on va en avoir pour 9 mois là, à attendre la prochaine saison. Fait. C'est vrai, ça. Profitez donc là, de ça. Soyez-vous relaxés. Il n'est pas à 2 minutes près. Ben voilà. Du calme. Hey, si on a fini avec le trophée Oscar en D1, on va commencer avec le trophée Oscar en D2, tiens. Ça me tente de faire ça. Let's go. William, John Abbott, j'ai vraiment adoré ce que j'ai vu d'Abbott. Puis Marc en avait parlé justement dans ses mentions honorables au milieu de la saison. L'animateur est flamboyant et tout. Je pense que c'était le fun d'écouter la webvision d'Abbott. Puis surtout quand tu es au stade, ça doit être encore plus spectaculaire aussi. Donc moi je vais avec John Abbott sans Sherbrooke aussi, bon travail aussi. Moi je vais avec Sherbrooke. Eden Bélanger, Nicolas Dionne, gros travail. Vous nous avez écoutés en milieu de saison, puis honnêtement, je trouve que vous avez encore steppé up votre game. Fait que merveilleux, continuez comme ça, puis on vous souhaite plein de bonnes années comme ça. Puis évidemment, j'ai ramené Abbott aussi, évidemment, en clin d'œil, mention spéciale. Mais puis on espère que tout le monde va continuer à le faire. Puis, ben oui. On veut que ça popule partout, là. On en veut partout à toutes les semaines. Là. Ben oui, puis ça rend ça le fun. Puis tu sais, à la limite, on pourrait quasiment avoir une catégorie meilleur animateur de foule, façon de parler, puis meilleure équipe de description. L'affaire, c'est qu'équipe de description, il n'y en a pas partout. Sherbrooke, c'est une équipe de description. John Abbott, c'est un animateur sur place. Fait que il y a ça. Oui, j'ai les deux mêmes. Moi, je vais donner un edge, probablement pour la même raison qu'avec Champlain-Lennoxville. J'ai fait en D1, je vais le donner en D2 à Sherbrooke. Une équipe, on a vraiment un aspect professionnel quasiment de description où est-ce qu'il y a une intention d'avoir une description, une analyse. Donc, cette discussion-là, ce dialogue-là que ça crée, je trouve que ça crée un rythme aussi au match.
Fait que je le donne à Sherbrooke. Mention spéciale aussi à Trois-Rivières. J'aime bien à Trois-Rivières. Il y a une bonne. Je trouve que, tu sais, on annonce très bien ce qui se passe. C'est clair. C'est pas un son de cacane. Là, ça sonne très bien. Puis là aussi, je trouve qu'on a quelque chose de solide là, où est-ce qu'on est capable de bien suivre le match. Parce que des fois, on a beau dire un numéro ici, une situation là, c'est pas tout le temps évident de voir avec l'angle de caméra qui est très correct. Là, c'est pas ça, c'est juste c'est la réalité, veut pas. Mais avec une bonne description, une bonne animation sur place, ben, ça rajoute, fait que ça nous permet des fois de ne pas perdre du temps à essayer de trouver qui est le bon gars, puis reculer, puis recommencer. Donc, good job ce monde-là. Unité spéciale, division 2. Marc. J'en ai un. En fait, j'ai mis David Estuardo Posadas. J'espère de ne pas avoir trop galvaudé son nom. 10 en 13 au niveau des bottées de placement, plus un simple. Et puis, dans les playoffs, 5 en 6. Il y a probablement un botté qu'il aimerait revoir en Beauce un samedi soir. C'est la seule. Encore là, on va y donner. Le terrain était dans des conditions terribles, mais sinon, fiable, constant, toujours là. Donc, chapeau à lui. Excellent choix, Will. Nathan Pronovo. Écoute, pour moi, ça a été un peu le Jaden Rice de la D2 pour moi sur les bottées d'envol, bottées de dégagement. C'est un gars on a vu combien de fois, tu sais, puis juste dans le match qu'on a vu, le match d'éliminatoire à Montmorency, combien de fois il a fait la différence juste en plaçant avec le ballon qui était placé. Pour moi, la bataille du positionnement sur le terrain, c'est quelque chose qui est fondamental au football. Là. J'ai peut-être l'air d'un vieux jeu ou d'un gars qui pense un peu outside of the box. Mais pour moi, c'est ça. Je pense que c'est pas une recette. Là, si tu pars de la ligne de 15 à chaque fois, puis l'autre équipe part de la ligne de 5, mais tu diverges. Un diverge, c'est un premier essai. Fait que ça, c'est que t'enlèves à chaque fois. Pronovo, il y a des coups de canon, il a été exceptionnel. Pour moi, ça a été le joueur que j'ai choisi en D1, puis en D2, puis je pense que Posada, c'est un excellent choix aussi. Mais moi, la différence est faite pour Pronovo pour la qualité de ses bottées, autant d'envol que de dégagement. Oui, il n'a pas tenté de placement, mais je pense qu'il est allé compenser ailleurs puis il a été excellent. Moi aussi, mon choix est Nathan Pronovo, même si Estuardo Posada, c'est un excellent choix pour les mêmes raisons, évidemment, que Will l'a donné. Il y a Olivier Jean aussi, au niveau des retours de bottée, qui a probablement été le meilleur retourneur cette saison. Donc, Olivier Jean, que j'ai mis comme troisième nom, mais clairement, pour moi, Pronovo était mon choix. Au niveau des unités spéciales, joueur le plus spectaculaire. Il y en a du spectaculaire dans la Division 2, tout comme dans la Division 1. On en a quelques-uns. William, quels sont tes choix ou ton choix? Écoute, il y en a tellement. Faut trancher. Surtout en D2, il y a beaucoup de porteurs de ballon qui sont spectaculaires. Beaucoup. J'ai mis Juan Antonio parce que c'est un joueur qui est spectaculaire. On l'a vu. On a vu comment il est capable de briser des plaqués, comment il est capable de prendre quand il prend sa vitesse de croisière, bonne chance. Là. Ça, c'est un joueur qui est capable d'être physique et tout, qui est très spectaculaire. Thibaut, Bourgault, vous pouvez tous les nommer aussi, ces porteurs de ballon-là. Olivier Jean, tu l'as nommé du spécial, c'est quand même un joueur qui est spectaculaire dans sa façon d'exécuter les jeux. Mais moi, j'ai mis du Bois Farrar aussi. Je l'aime beaucoup. Tu sais, Marc en a parlé surtout plus que moi, encore plus, je pense en bien, mais c'est un joueur qui est spectaculaire parce que tu peux l'utiliser dans le champ arrière, tu peux l'utiliser comme receveur, puis il te fait des gros jeux, puis il te fait ses tracés quand il est receveur sur là, ses courses sont spectaculaires. Il a de l'autorité, il est spectaculaire, il fait des gros jeux. Puis au niveau des carrières, j'ai mis Glenn Valentine. Parce que Valentine, sa façon de jouer au complet, juste à lui seul, il vaut le déplacement.
d'aller le voir jouer parce qu'à un moment donné, il va te lancer une passe canon de 65 verges, puis après ça, il va te faire une course de 30 verges. C'est un corps arrière spectaculaire. Alors ça serait mes choix. Valentine, c'était mon numéro 1. C'est lui que j'avais mis au sommet de la liste pour l'ensemble de l'œuvre. En D1, on aurait pu mettre Ouellet, qui était un peu dans ce style-là aussi, mais qu'on ne l'a pas mis parce qu'il y avait d'autres joueurs. Mais moi, j'ai mis Valentine numéro 1. Je sais que vous avez d'autres noms aussi, mais moi, c'est mon choix parce que oui, corps arrière. Moi, je fais partie du syndicat des anciens corps arrière. Donc, c'est juste sa façon de jouer au complet qui est spectaculaire. Même quand il étire un jeu puis il essaye de faire le gros jeu, il est spectaculaire. Donc, l'ensemble de l'œuvre, j'ai mis Glenn Valentine. Donc, William est un fan de Glenn Valentine. On a établi ça. Marc? Il est spectaculaire. Parfaitement d'accord. J'ai mis Olivier Jean. Pour les mêmes raisons que tu as nommées tantôt au niveau des unités spéciales. Non seulement il a amené 514 verges et 8 touchés comme receveur. Ouais, c'est ça. Des bottées de dégagement, 17,7 verges par retour. 27,4 sur les bottées d'envoi. C'est une bête, il faut le nourrir. On ne l'a pas assez vu dans les derniers matchs. Puis il a été blessé, il faut dire, à la fin de l'année. Hein. Aussi. Mais en éliminatoire, je pense qu'on aurait pu peut-être y donner un peu plus, puis peut-être que le résultat aurait été différent. Mais bon, ça, on ne le saura jamais. Mais puis en plus, lui, c'est un gars de première année, si je ne m'abuse. Oui, c'est une recrue. Fait que ça, c'est juste de bon augure pour l'an prochain. Carl-Émile Dubois-Farrar, bien évidemment. C'est un des joueurs les plus spectaculaires que je trouve qu'on a au football collégial. 7,2 verges, 7 touchés. Ça, c'est 7,2 verges, c'est par portée cette année. Ouais. 7 touchés. Dans une bombe à retardement, tu ne sais jamais quand il va te sortir ce qui a l'air anodin. 50 verges, 60 verges plus tard, il est dans son début, puis il célèbre. Xavier Roy, un autre qu'on a eu la chance de voir. 8,4 verges en saison régulière par portée. 9,7 en play-off. Puis avec 3 touchés, plus 122 par la passe. Puis en plus, il est tellement discipliné, puis à un moment donné, le jeu rouvre. C'est de toute beauté à voir aller. Il est dans la finesse, il est vraiment smooth. Là. C'est un Walter Payton-ish à voir aller. Sinon, 2 petites mentions spéciales, des clins d'œil. Noah Smallwood, un joueur que j'ai adoré voir évaluer. Petite stature, un petit bug sur le dessus de l'eau, c'est de toute beauté. Puis Louis Drolet aussi. Joueur un peu dans le même style. Exact. Non, des très bons choix. J'avais Roy, Charles Bourgault, Tristan Thibault, évidemment. Juan Antonio, qui a été ma découverte cette année, et clairement qui était là. Et William, tu vas être content parce que j'avais aussi Glenn Valentine. Mais je vais dire la version Glenn Valentine, surtout de début de saison où il courait encore plus. Oui. Ça le rendait plus spectaculaire. Maintenant, si j'avais été coach, j'aurais probablement fait pareil. Ou est-ce que, tu sais, calme-toi puis occupe-toi plus de lancer. C'est bien correct. Mais oui, effectivement, il savait étirer le jeu, il savait faire des choses. Ça peut peut-être faire pousser quelques cheveux gris à des coachs des fois de regarder un carrière faire ça, ou est-ce que tu dis lance le ballon, mais nonobstant ça, pour le fan et l'observateur, c'est un oui, c'est ça. J'aurais peut-être pas eu le même choix si je l'avais fait comme coach que comme absolument, mais c'est ça. Nous, on le regarde, on n'est pas là pour dire est-ce que si j'avais à me monter une équipe, c'est le premier quart que je prends, c'est pas ça du tout la question, c'est qui est le plus spectaculaire. Maintenant, spectaculaire, ça peut venir avec risqué, ça peut venir avec ci, avec ça. Ça ne veut pas dire que c'est le joueur que tu veux avoir, mais un crowd pleaser, t'en as un avec Glenn Valentine. Donc voilà, mais une tonne de porteurs de ballon, particulièrement en Division 2 cette année, qui ont volé le show, disons-le comme ça. Mais des bons noms un peu partout. Coach de l'année. Coach de l'année, les gars. Division 2. Je vais commencer, tiens, ça me tente celui-là. Oui. Vas-y, garde-toi. Mon premier choix est Brian Duval-Morales. Premier choix, pas parce que c'est le premier que je choisis comme numéro 1 pour gagner, mais le premier nom que je vous soumets. Brian Duval-Morales avec Lévis. Et Brian Duval-Morales, oui, a amené son équipe en finale, mais c'est surtout que c'était sa première année. Il est arrivé là presque à pied levé. C'est Carl Gourg qui s'est occupé de l'équipe pendant le camp de printemps, après que UC Pierre ait quitté pour aller à McGill. Donc, on s'est retrouvé un petit peu dans une drôle de situation là-bas.
Mais Brian Duval-Morales a fait un superbe travail pour ramasser tout ça ensemble. Oui, en plus, il devait travailler avec une équipe qui arrivait de D1, descend en D2. Tu pouvais avoir un peu des gars peut-être qui allaient être un peu débinés de ça ou quoi, je ne sais pas. Mais il a réussi rapidement à, je pense, rassembler tout ce monde-là, en faire une sacrée belle équipe qui nous a montré du beau jeu toute l'année. Oui, ils ont perdu en finale, mais encore là, on montrait un bon match. Puis j'ai eu la chance d'y serrer la pince là-bas, un gars extrêmement sympathique que j'ai bien aimé rencontrer. Donc, bref, le côté sympathique n'est pas inclus dans les critères, là, ceci dit, mais il reste une belle saison pour lui. Seb Deschamps, pas le choix. Je pense que Seb Deschamps est en train de monter un programme à Saint-Hyacinthe. En fait, ça fait un bout de temps qu'il l'a monté, là, mais ça continue d'évoluer, il fait croire son programme. Je vais mettre Fred Morissette. Son équipe est partie 0-2 et ils ont gagné 6 matchs de suite, en fait 7 même si on compte le premier match des éliminatoires. Oui, c'est correct, ils ont perdu en demi-finale. Ils affrontaient quand même pas des 2 de pique en Saint-Hyacinthe, qui ont d'ailleurs gagné. Fait que Fred Morissette, je le mets dans le lot des 3 meilleurs entraîneurs cette saison. Marc, à ton tour. Oui, j'avais Brian Duval-Morales aussi, de prendre une équipe en D1 qui avait vécu 1-8 l'année précédente. Tu arrives en D2, puis là, tu motives tout le monde, tu repars 6-2, tu te rends au bol d'or. Bravo. C'est tout un fait d'armes. Puis, évidemment, coach Deschamps, on le salue, mais particulièrement Fred Mallette, coordonnateur à l'attaque, meilleure attaque en D2 durant la saison, 258 points marqués. En play-off, on a mis 470 verges par match au niveau offensif. On a réussi à s'ajuster. On avait toujours des nouvelles innovations, des progressions là-dedans. Donc, une équipe qui a le fun à voir jouer, puis qui a piqué au bon moment. Puis, ultimement, le bol d'or. Fait que chapeau à coach Mallette, coach Deschamps. C'est mes 2 choix. William? Ouais, mon numéro 1, Morales, je l'avais. Morissette également a été très bon. Moi, j'ai pris Seb Deschamps parce que, tu sais, comme un peu avec Bégin, j'ai pris l'ensemble aussi de l'œuvre. Tu sais, Marc, tu viens de mettre exactement ce que j'avais. Fred Mallette avec l'attaque a été exceptionnel. Donc, Seb Deschamps. Puis Phil, je pense que c'est toi qui as le gros point, ce qu'il a bâti avec ce programme, qui est parti de la D3, puis qui monte en D2, puis qui est championne. Moi, j'ai Seb Deschamps où ça s'est joué, où j'ai tranché pour lui. C'est la performance de Saint-Hyacinthe en éliminatoire. Cette équipe-là est rentrée 6e et est allée battre Abbott, Montmorency et Lévis, le top 3, coup sur coup, pour gagner le bol d'or. Ça prend une équipe qui était bien, puis c'est une équipe qui était bien préparée. Moi, j'ai choisi Seb Deschamps. Je vais faire une mention spéciale à coach de Francesco avec Saint-Hyacinthe, avec Édouard Montpetit. Oui, 3-5. Mais il a amené l'équipe en série quand même. Il y avait beaucoup de points d'interrogation sur Édouard Montpetit. On se demandait, même il y en a qui se demandaient si Édouard Montpetit allait gagner un match. Ça, c'est ce que j'ai entendu avant le début de la saison. Ça venait pas d'experts de bulletins sportifs. Non, ça venait pas d'ici, mais ce que vous pouvez entendre, on disait peut-être que le match pour l'équipe qui n'allait pas gagner, pour l'équipe qui allait finir dernier, ça serait celui entre Antic et Édouard. C'était ça, j'ai entendu au début de la saison. Édouard a fini 7e, est allé quand même en série. Oui, c'est sûr que ça n'a pas bien été en série, mais pour une première année à la barre de l'équipe, je pense que il y avait quand même des bons souliers à chausser sur le coach Melba avant, là. Donc, il est arrivé là, il commence quand même à implanter, soit qu'il a commencé à implanter quelque chose. Puis je le choisis pas pour l'affiche, je le choisis pour, je pense, que qu'est-ce qu'il a apporté, ce qu'on a pu voir quand même d'intéressant. Tu sais, mon petit a failli battre Lévis au premier match de la saison, là, quand même. Tu sais, on menait tout le match, ça s'est décidé à la fin. Donc, il y a eu quand même des moments dans la saison où Édouard Montpetit a montré qu'ils étaient capables de compétitionner. Puis ça, c'est intéressant pour l'an prochain, surtout, d'avoir ça. Je pense qu'il a implanté quelque chose. Donc, je vous laisse mention spéciale. Là. C'est pas comme s'il y avait mon vote, mais je pense que c'est une mention spéciale qui mérite de l'être. Moi, mon choix était à Seb Deschamps et le coaching staff de Saint-Hyacinthe. Pour les raisons évoquées. Match de l'année. William, vas-y donc avec ton match de l'année. Ben, écoute, match de l'année, moi, première semaine de la saison, c'en est un qui a été exceptionnel. John Abbott Saint-Hyacinthe, 31-28, un match de fou.
C'est le match que j'ai mis numéro 1. Je pense que ça a été un des plus spectaculaires en termes de. Ça a été spectaculaire parce que Valentine était là, évidemment. Mais non, c'est pas. Mais c'est donc. Valentine aussi a marqué le toucher victorieux Ouais, au dernier ça jeu avait, du match. ça avait été tout un match. Là. Ça avait été un match spectaculaire. Qui s'est joué à la toute fin, puis qu'on était sur le bout de notre siège, là, tout le match comme un peu comme Limoilou-Saint-Jean, je mentionnais en D1, il n'y avait pas eu de temps mort dans ce match-là. Il y avait toujours quelque chose qui se passait. C'était pas des points, c'était des revirements, c'était des gros jeux, c'était des quatrièmes essais arrêtés, puis c'était ça. Puis un autre qui a impliqué John Abbott, c'est celui qu'ils ont joué contre Lévis au début 28-26, un autre match qui a été quand même assez spectaculaire. C'est deux. Il y a eu quelques-uns comme ça, des matchs enlevants. Oui, absolument. Donc, ça avait été très intéressant. Montmorency, Saint-Hyacinthe aussi, je l'avais noté, qui avait été exceptionnel. Tout était sur place. Saint-Hyacinthe qui a amené à la fin du match, qui est revenu pour rendre ça un peu spectaculaire. Ça l'a été. Donc, quand même des matchs significatifs. Et pour moi, ça a été John Abbott contre Saint-Hyacinthe. Dès la première semaine de la saison, pour moi, ça a été le match de l'année. Bon choix. Marc. Lionel Groux, 34, Sherbrooke, 33. Dans un match, dans une pluie torrentielle le 6 octobre, où on a eu une coupure de courant pendant un quart pratiquement, où Sherbrooke était en contrôle. Puis quand c'est revenu, Lionel Groux avait repris les devants, fin de match, digne d'un film, là, des fumbles, dans la zone des buts, une mauvaise remise, manque le converti. Donc, ça, c'est un match assez épique. Sinon, j'ai le 21 octobre, 2 matchs qui jouent en simultané. On avait Momo Momo qui a gagné 24-20 contre Saint-Hyacinthe pour la dernière drive de Momo, sous la pluie encore là, dans les dernières minutes. Et puis, il y avait aussi Beauce-Appalaches. Qui avait été causé la surprise. Ouais, contre Sherbrooke, un gros upset. La température dantesque, la boîte, le froid, le terrain naturel. Encore là, un placement raté vers la fin. Donc, ces 3 matchs-là, ça, c'est des belles soirées de foot. Là. Le match Momo Saint-Hyacinthe, j'ai ça aussi. J'ai John Abbott Saint-Hyacinthe aussi. Mais j'ai Trois-Rivières Valleyfield. Ouais. Trois-Rivières Valleyfield, oui. Je le nomme dans les matchs de l'année pour l'importance du match. L'importance du match, mais le déroulement aussi. Valleyfield a l'air de voguer. Il fait ses affaires, tout va bien. Sa première demi, il fait en sorte qu'il est encore en contrôle. Doit perdre au pire par 12 points. Donc, à partir du moment où il perd par 12 points ou moins, où il gagne son match, il est correct. Mais cette équipe-là venait de perdre 3 matchs de suite. D'ailleurs, la dernière fois qu'il avait gagné, c'était un match contre Sherbrooke qui avait été très serré aussi, qui aurait pu être considéré comme un des matchs de l'année. Une victoire qui a été cherchée 22-19 à la toute fin sur la dernière drive. Alors qu'il menait 19-0 dans ce match-là. Ils venaient 19-0 Valleyfield, ils se sont fait remonter 19-19, puis dans la dernière drive, ils s'en vont marquer le placement final pour aller chercher cette victoire-là. Donc, mais c'est la dernière victoire de Valleyfield. Après ça, perdre. S'en vont jouer ce match-là. Tabarouette, Trois-Rivières arrive en deuxième demi, se met à créer des revirements à la tonne. Ça finit juste plus. Valleyfield perd le contrôle, puis ça finit 36-17, puis Trois-Rivières rentre en éliminatoire. Et d'ailleurs, Trois-Rivières a joué un excellent match en première ronde éliminatoire. Aurait pu, parce qu'ils ont juste manqué de jus, mais aurait pu causer une autre surprise là aussi en première ronde contre Montmorency. Fait que pour moi, fait partie des matchs de l'année à cause de son importance et à cause de son déroulement. Fait que, excellent choix. Et même le match de Saint-Hyacinthe, John Abbott en série, tu aurais pu mettre ça dans les matchs de l'année si tu prenais les éliminatoires aussi. Absolument. Héros obscur. Marc. Nathan Pronovo. Okay. Pour moi, reste un héros obscur parce que justement, de par son rôle de batteur de dégagement, l'importance qu'il a eu, on en a parlé déjà en playoff, tout ça, et en plus de son implication défensive aussi. 25 plaqués durant la saison, 16,5 plaqués en playoff. C'est énorme. Là. Il est dans les leaders de l'équipe là, en plus. Là. Donc, super important de ce côté-là. Thomas Cloutier, obscur jusqu'à un certain point, mais je trouve la progression aussi, puis il est resté là durant la saison, particulièrement en playoff aussi, là, la résilience de ce jeune homme-là.
731 verges par la passe en playoff, 6 touchés. Donc, les succès sont passés aussi par Thomas, qui, évidemment, le travail de Bourgault, lui, est mis en lumière, puis c'est parfait parce que c'est une des bougies d'allumage de Lévis. Puis la troisième, j'ai mis Juan Antonio, parce qu'il y a quand même, lui, dans le fond, il a commencé au 3e match de la saison. Puis, train va loin, 564 verges, 6,3 verges par portée, 5 touchés. Fait que ce qu'il a amené, puis la fin de saison surtout, ben, il a pris ça sur ses épaules. Fait que c'est les 3 choix. Excellent. Will? Écoute, pour moi, Samuel Maciera de Lionel Gros. On parle beaucoup de Lionel Gros, on parle de Tristan Thibault, on parle de Liam McGonigal, on parle même de Marc-André Charlebois, puis même des fois, on va parler de Liam Lauzon, qui est un autre receveur qui a fait des gros jeux. Maciera, 28 catchs, 332 verges, 5 touchés. Oui. Il n'y a pas juste cet élément-là qui fait qu'il est un héros obscur pour Lionel Gros. C'est que c'est leur botteur d'envol, puis il est excellent cette année. Il y a 24, je pense, j'avais 24, il y a 1252 verges, 52,4. C'est meilleur que Pronovo. Oui, que Pronovo en a plus. Mais, il y a eu, il a été, c'est héros obscur pour moi. Il a été un héros obscur dans l'attaque de Lionel Gros. Il a été un héros obscur parce qu'il permet aux unités spéciales de Lionel Gros de quand même avoir quelque chose d'intéressant. Donc, ça, c'est un nom que j'aimais beaucoup. On parle d'héros obscur. Quand on parle de Lévis, on parle évidemment de Charles Bourgault. Il faut parler de Thomas Cloutier. Je pense qu'il devient dans la catégorie de héros obscurs parce qu'on parle tellement de Bourgault puis on parle de comment. Mais Cloutier était assez bon pour permettre à Lévis de se rendre jusqu'au bout parce qu'il a fait des gros jeux quand c'était au moment. Quand on lui a demandé de lancer le ballon, il a été capable de livrer la marchandise. Oui, ses statistiques disent que c'est 9 passes de toucher contre 2 d'interception. Mais c'est plus que ça. Moi, à ce niveau-là, je vais vivre avec ces statistiques-là. C'est ce qu'il a apporté. Sur les 8 interceptions, là, il y en a au moins 2 faciles qui auraient dû être évitées parce que ça a été dévié. Une qui a été lancée sur un dernier jeu, sur un jeu à la fin de la première demi. Donc, ça, c'est 3 interceptions que tu enlèves parce que c'est des jeux qui ne sont même pas de sa faute. C'est quand même un joueur qui était intelligent. 101 en 178, c'est excellent. C'est un excellent ratio de passeurs. Il a 1492 verges. Il a été capable d'être un complément à Charles Bourgault. Puis quand tu parles d'héros obscurs, c'en est un parce qu'il n'y a vraiment pas personne qui voyait venir quand même une attaque être aussi bonne du côté de Lévis, une attaque aérienne, je parle. Et on a quand même mis 2 receveurs dans le top 6 en Lacroix et Boucher au niveau des statistiques. Donc, je pense que ça passe par Thomas Cloutier qui a été un héros obscur à ce niveau-là. Ça, c'est pour l'attaque. Défensivement, écoute, j'ai bien aimé, Lionel Gros, quand même beaucoup de bons joueurs en défense comme OB, entre autres, et tout, mais un qui a quand même passé sous le radar, qui a fait des belles choses, c'est Charles-Émile Ménard pour moi, qui est un joueur qui s'est très, très bien débrouillé. J'ai bien Nathan Cournoyer aussi à John Abbott, qui a été excellent. Ce sont 2 joueurs qui, sans être spectaculaires, font leur travail. Puis qui ont ramassé des plaqués puis qui ont été très, très bons notoires. Donc, défensivement, je le donnerais à Cournoyer, puis offensivement, je le donnerais à Maciera pour l'aspect qu'il a amené également sur les unités spéciales. Bon, ben, question pour vous rajouter ou en tout cas répéter les mêmes noms que vous avez donnés. Je vais juste en ajouter un. Oui, évidemment, c'est un gars que j'ai vu souvent, là, fait que peut-être que ça biaise mon jugement, je vais le dire comme ça, mais Justin Nadeau, un gars, middle linebacker à Montmorency, ce gars-là, je pense qu'il n'y avait pas tant d'attente. C'était un gars qu'on ne savait pas encore ce qu'il allait nous donner au début de l'année, même si le reste de la défensive de Montmorency, on la connaissait, on savait ce qu'il allait faire. C'était pas un gars qu'on avait ciblé comme étant, OK, lui, il va rajouter ça, il va aller faire ci. Ramassé beaucoup quand même de belles statistiques pendant la saison. Il finit avec 26,5 plaqués. Mais tu sais, c'est une équipe que les plaqués ont été tellement séparés par tout le monde que ça donne une impression que c'est pas de temps. Mais ça reste que c'est 5 sacs, 8 plaqués pour perte. Donc, un joueur qui a été ultra important, là, surtout plus l'année avançait vers la fin de la saison, celui-là qui a ramassé le maximum de le gros de ses statistiques. Fait que une belle progression pour ce joueur-là. Donc voilà, mais mon choix ultimement, là, c'était Thomas Cloutier. Je vous le dis.
Excellent. Excellent. Joueur défensif. Will. Écoute, beaucoup de bons joueurs quand même en D2. Là. Tu pouvais avoir presque. Tu pouvais aller quasiment voir les statistiques. Juste voir les statistiques, tu aurais dû faire. Mais là, il faut que je fasse un choix là-dedans. Écoute, mon choix s'est arrêté sur Raphaël Clément, moi de John Abbott. Okay. Pour plusieurs raisons. Ça, c'est mon choix numéro 1. Les autres que j'avais dans la catégorie, Lancelot Gilbert, que vous savez que j'aime beaucoup. Vincent Fournier, évidemment, à Lévis, qui était excellent. Raphaël Aubé de Lionel Gros aussi, qui a eu une très, très bonne saison. Jérémy Gauthier, le partner de Fournier à Lévis, était aussi sur ma liste. Je me suis arrêté sur Clément pour plusieurs choses. John Abbott, je pense que c'était le cœur de la défense de John Abbott pour moi. Il a été excellent. Il y a 4 sacs du corps. Il y a 39 plaqués. Il y a 1 interception. Il y a 7 plaqués pour perte. Et en plus, il a marqué un touché. C'est un touché défensif qui a fait de la différence dans ce match-là. Donc, moi, j'ai aimé. J'aime les joueurs qui sont cérébrales, des joueurs qui sont physiques. Clément là, pour moi, il a le package deal. Le fameux... il y a tout là, pour réussir comme joueur de football. Moi, c'est un joueur que j'adore. Je pense qu'il a passé un peu sous silence pour être un joueur défensif de l'année. Moi, je l'ai choisi parce que j'aime ce qu'il apporte sur le terrain. Je pense que c'est un joueur, c'est joueur défensif de l'année. Je pense que s'il est pas. Oui, James Lannon, son coéquipier a été excellent aussi. Mais est-ce que Clément a amené, je pense qu'il a amené une dose d'énergie aussi qui était très intéressante. J'ai aimé comment il a joué. Pour moi, c'était le cœur de la défense d'Abbott. Puis je pense que c'est ce qui a été. Il a été un élément qui a permis à Abbott de finir dans des matchs serrés, finalement. À Abbott de terminer. On sait que comment le classement était serré entre la première et la 6e place dans cette division-là. Ce qui a permis à Abbott de finir 3e, je pense que c'est l'impact d'un gars comme Raphaël Clément en défense. Donc, ça a été mon choix devant des gars comme j'ai nommé tantôt, Gilbert, Aubé, Fournier, Lannon, Gauthier, etc. Good. Marc? Vincent Fournier de Lévis, pour moi, 46 plaqués en saison, 31 assists. C'est lui qui a le plus d'assists aussi. Là. Donc, ça veut dire qu'il est tout le temps là. Il est tout le temps là, il est partout. 2 sacs, 7 plaqués pour perte. Un touché en plus durant la saison. C'est ça. C'est un des joueurs que je regarde en défensive. Je veux voir ce qu'il est, puis c'est facile. Mes yeux sont à la balle, il est à la balle. Fait que c'est j'avais plus facile dans ce temps-là. Sinon, après ça, Raphaël Aubé, 55 plaqués, encore une autre grosse saison. 2 interceptions aussi à travers de ça. 2 sacs. Les statistiques sont là. C'est un stud dans le milieu. Puis j'ai mis Guillaume Clavel pour ses 9 sacs. C'est quand même c'est énorme. C'est un sommet en Division 2. On aurait aimé le voir un peu plus en play-off, particulièrement dans la finale du Bol d'Or. On l'a moins vu un peu, mais c'est des gars qui ont eu un impact toute la saison aussi. Donc, c'est mes trois choix. Excellent. La meilleure défense de la Ligue, ça a été celle de Montmorency. Mm-hmm. Si en D1, vous aimez les gars de Saint-Jean, en D2, j'ai vu les gars de Montmorency de près, c'est vrai, mais la meilleure défensive de la Ligue cette saison, c'est celle de Montmorency. Je l'ai dit, c'est un travail d'équipe dans le sens où il y a plusieurs gars qui avaient leur place. Il y a un gars qui a juste joué une demi-saison. Fait qu'à cause de ça, évidemment, pour moi, ne peut pas avoir le titre, mais l'arrivée de Michael Désir, oui, absolument. Une saison qui a joué seulement 4 matchs, mais 4 sacs, 7 plaqués pour perte en seulement 4 matchs. Une présence ultra imposante dès son arrivée, un allié défensif de très haut niveau. Mais pour moi, Oreb Nucho Gouin-Nwena, on est obligé de parler de ce gars-là parmi l'élite du football collégial, peu importe la position. Donc, défensivement, pour moi, il a été la clé de cette défensive-là. C'était le gars qu'il fallait que tu saches il était où sur le terrain tout le temps parce qu'il peut faire tous les jeux, il peut aller reculer, chercher des interceptions. Il l'a fait 2 fois. Il a rabattu 3 passes, 10 plaqués pour perte, 4 sacs. Pour moi, il a été le meilleur joueur de la meilleure défensive cette saison. C'est pour ça que c'est mon joueur de l'année. Je l'avais sur ma liste aussi, lui. J'avais aussi Clavel, évidemment, Raphaël Aubé et James Lannon. James Lannon, je l'ai adoré. Oui, peut-être que
quand tu y repenses, effectivement, Raphaël Clément peut-être un peu passé sous le radar dans les fêtes, alors que c'était peut-être le pilier pendant que Lannon faisait gros jeux. Mais c'est Lannon qu'on a vu faire des jeux plus spectaculaires, peut-être. À cause des interceptions notamment, puis on l'a vu faire des... Mais pour moi, c'est peut-être ça, je me suis peut-être laissé influencer par ces... C'est un bon choix. Mais oui, absolument, là, c'est vraiment juste pour en discuter, dans les faits. Mais c'est comme ça que je l'ai vu, mais pour moi, Oreb Nuchogwinwena, numéro 1 cette année au football D2 en défensive. Un autre que j'avais sur ma liste, c'est Samuel Lapierre, là, que sans dire que c'est le joueur défensif, c'est un joueur qui a eu, surtout en série, un impact. En éliminatoire, c'est le joueur défensif des éliminatoires, pas de doute. C'est la mention que je voulais faire. Hey, mais c'est quand même fou, hein, les gars. On parle même pas de Loïc Brodeur, puis il a été joueur défensif en D1. On parle même pas de lui en D2. Donc, ça prouve la qualité des joueurs qu'il y a en D2. Là. Exact. Oh, oui, pas de doute. C'est pas que Loïc Brodeur a connu une mauvaise saison. Non, c'est ça, exact. C'est pour ça que je veux le dire au monde qui pense que la D2, il y a des méchants bons joueurs, puis on parle même pas de Loïc Brodeur, qui il y a un an était un joueur par excellence défensivement D1. Yes. Donc, joueur offensif, on finit avec ça, les gars. Joueur offensif de l'année en Division 2. Marc? Moi, je vais y aller avec deux gars qui se ressemblent énormément, je trouve. Deux corps arrière très similaires. Je vais y aller avec Antoine Ouimet. Quelle saison il a eu encore. Puis le deuxième, je vais finir avec Ouimet tout de suite. On a eu une saison 1805 verges, 18 touchés, 3 interceptions. En playoff, on a monté notre pourcentage de passes complétées à 64%. 5 touchés, 2 interceptions, 717 verges. Calme. Il y a tout ce qu'il faut pour continuer au prochain niveau pour avoir du succès. Puis j'ai Samuel Goulet-Ménard aussi à Sherbrooke. C'est ça, deux carrières qui se ressemblent vraiment. Les statistiques sont à peu près similaires. On est à 1592 verges, 13 touchés, une interception dans une saison. C'est de la bonne gestion. Là. La balle à 64% de passes complétées. En playoff, on a monté à 69%. Donc, deux gars qui nous ont donné un excellent show. Donc, que du succès pour eux dans le futur. C'est mes deux joueurs. Good, Will. Écoute, j'avais Thibault qui était dans la conversation. Écoute, moi, j'ai séparé encore les deux. Fait que Goulet-Ménard, je l'avais aussi, mais joueur offensif, Antoine Ouimet. Pour les raisons que Marc a évoquées, évidemment, Saint-Hyacinthe a eu une attaque spectaculaire. 18 passes de toucher contre 3 interceptions, ratio de plus 15, exceptionnel, 1805 verges. La puissance de son bras, l'intelligence de son jeu. Nommez-le. Je l'ai nommé joueur offensif. J'ai nommé un MVP. Et comme j'ai fait en D1, si tu prends pour moi, je vote joueur le plus utile à son équipe, tu l'enlèves de cette équipe-là, ils s'en vont pas en finale du Bol d'Or, c'est Charles Bourgault. T'enlèves Bourgault de Lévis, c'est pas la même attaque, c'est pas la même chose. Ils sont pas capables, s'ils n'ont pas Bourgault, ils sont pas capables probablement de passer le ballon comme ils ont réussi à le faire cette année. Donc, l'impact qu'il y a. Charles Bourgault, c'est un joueur exceptionnel. Puis si tu l'enlèves de Lévis, mais ils sont pas deuxièmes, ils sont pas au Bol d'Or, puis ils sont pas capables de passer le ballon. Donc, joueur par excellence, Bourgault, joueur offensif, Ouimet. Très intéressant. J'avais Bourgault pour joueur offensif parce qu'effectivement, je n'ai pas fait le travail comme il aurait dû, façon de parler, comme Will l'a fait. Mais pour les mêmes raisons, je mets Bourgault parce qu'effectivement, Bourgault, tout le monde savait que le ballon s'en allait là. Ceci dit, on va se le dire, il y avait toute une ligne offensive en avant de lui, là. Mais nonobstant ça, il a réussi match après match après match après match toute la saison à être extrêmement productif. Fait que Charles Bourgault, pour moi, était mon numéro 1. Très, très près derrière, c'était Antoine Ouimet. Parce qu'Antoine Ouimet a quand même l'idée, je vais le dire ex-aequo, quand tu es un point derrière, on peut dire que tu es ex-aequo comme meilleure attaque de la Ligue avec John Abbott. Antoine Ouimet a été simplement excellent. Il a ressemblé un peu, t'en as fait mention tantôt, je pense, Marc, c'était un peu comme Jérémy Ouellet, un gars capable de faire plein de choses sur un terrain de football. Mais un bon gestionnaire. Là, clairement, tu vois, à cause de la façon dont ça jouait à Saint-Hyacinthe, ça prenait un gars intelligent, calme, qui écoute ses coachs. Parce que pour feeder un volet, des Pipons et des Thibodeau,
puis un roi en arrière, puis toi-même courir des fois. Un Dylan Leclerc. C'est ça. Fait qu'il faut être capable à un moment donné d'avoir une bonne compréhension générale des situations de match, une bonne compréhension de ton plan de match. Ça prend un gars intelligent. Antoine Ouimet a été excellent cette année. Il n'a pas mené son équipe là pour rien. Puis c'est vraiment juste une question que je pense, à cause qu'il y avait tellement d'armes, il y avait plus de moyens pour le faire. Je mets Bourgault parce que, à cause qu'il était plus tout seul, mais dans les faits, pour moi, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Thibault. Sans Thibault, moi, c'est mon troisième, là, parce que, sincèrement, j'ai beaucoup de respect pour bien d'autres mondes là-bas. Puis Liam McDonegal, c'est vrai qu'il a été le gars qui a ramassé le plus de verges par la voie des airs cette année. Mais je pense quand même que sans Thibault, il n'arrive pas à faire autant de points. Sans Thibault, McGonigal ne ramasse pas autant de... Thibault a été explosif. Il a fait en sorte que Lionel Groulx est resté dans certains matchs ou a gagné certains matchs parce que l'équipe flottait un peu offensivement, puis à un moment donné, pouf, il y avait un ballon, il partait 58 verges plus loin, touché, merci. Puis on se replaçait ou on prenait les devants ou peu importe. Fait que, et l'inverse est aussi vrai. Quand on a réussi à l'arrêter, Lionel Groulx arrêtait. Exact. Une fois qu'on a figuré, effectivement, qu'il bounçait out, puis il fallait le ramener en dedans. Mais effectivement, encore fallait-il le réussir, mais tu as raison, c'est ce qui est arrivé. Fait que, grosso modo, c'est comme ça que je le vois et qu'on voit tout ça. Je pense que ça fait un solide tour, quasiment 1h30 de name dropping. C'est tellement... De name dropping, mais tu sais, tous les noms qu'on a nommés valaient le détour cette année à un moment ou à un autre de la saison, ou même toute la saison. Il y en a assurément d'autres, plein en fait, qu'on n'a pas nommés, qui auraient mérité assurément un minimum de place, mais... la chose étant ce qu'elle est, on ne peut pas juste s'installer et lire les listes de noms de joueurs de chaque équipe. Je pense que c'est la beauté aussi du football, c'est que chaque joueur qu'on a nommé là réussit à faire ce qu'il fait parce qu'il est bien entouré et qu'il est bien coaché. Puis, fait que c'est ça le sport d'équipe ultime, c'est le football. Hein. Exact. Ça a été tellement le fun de faire ça. Là. Mais ça. De ça, de recommencer, de regarder, de revenir en arrière dans nos souvenirs et tout ça. Non, puis je pense qu'on a couvert un maximum de personnes, puis tous ces joueurs-là et les autres aussi le méritent aussi. Là. On a eu des spectacles d'une grande qualité, puis des beaux athlètes à voir aller aussi. Fait que, on est choyés. Si on peut faire un la parité autant en D1 qu'en D2. Il y a eu de la parité cette année en plus, encore plus que d'autres années. Donc, ça a été encore plus intéressant à couvrir. On revenait une semaine, on parlait d'une équipe, on pouvait parler encore plus d'autres semaines parce qu'elle nous surprenait ou qu'elle arrivait avec une performance exceptionnelle. Donc, ça a été très intéressant, je pense, de faire ça. Je pense que c'est une première édition des Bulles d'or très réussie aussi. Yes, absolument. Puis regarde, rappelons-nous que nous, on le sait qu'on le fait pour, on le fait sérieusement, mais pour avoir du fun. Puis on prend le temps de le faire comme il faut. Puis là-dessus, les gars, je veux vraiment, vraiment, vraiment vous remercier pour le temps que vous mettez. Les gens, je l'ai dit souvent, mais je le redis, on ne fait pas d'argent avec ça. Fait qu'on le fait par pure passion. Puis moi que j'ai commencé à le faire par passion, c'est une chose, mais trouver des aussi passionnés, sinon plus que moi, encore, qui acceptent d'embarquer dans ma gang puis qui veulent regarder autant de matchs puis qui les analysent comme ça pour le simple raw cru plaisir de le faire. Je vous remercie infiniment en mon nom, évidemment, puis au nom de tous les joueurs, tous les coachs, tous les parents qui ont apprécié vos analyses cette année. Là, les gars, un gros merci. Super apprécié. J'ai juste tellement hâte que ça recommence pour qu'on puisse recommencer à en jaser. Mais j'ai hâte. Mais je vous avoue que je vais aller prendre un petit break de football. Je vais aller regarder du volleyball, du basket, du hockey, toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, continuez de suivre le bulletin sportif. Là, on est encore vivant. C'est juste que l'édition football en soi prend fin là. Mais il n'est pas dit qu'on ne se fera pas un petite jasette bientôt au retour des fêtes, là, probablement pour parler de recrutement, parler des gars, des gars collégiaux qui sont rendus universitaires, de faire un petit wrap-up de ça pour expliquer au monde là, qui s'en va où, comment on voit ça. Fait que je pense que ça pourrait être une bonne idée, peut-être que le monde apprécierait. Absolument. Hey, on va te rendre l'appareil. Même chose, un gros merci à toi. Oui, merci à toi, Phil. C'est grâce à toi qu'on a... Exact. De donner la tribune, partager ta passion, c'est des heures. Là, tu passes du temps avec nous, mais tu en passes pour tous les sports aussi. Fait que chapeau, tu fais un travail colossal aussi à l'animation de ça.
C'est un plaisir. Là. J'ai hâte de faire le podcast. Puis on continue. On a du gaz pour les prochaines années. Puis, on fait un team de feu aussi. Je trouve qu'on se complète bien aussi avec Will. Absolument. C'est très apprécié. Je m'ennuie. Un gros merci. C'est super gentil de votre part, les gars. Puis oui, on va s'ennuyer, mais on continue de se jaser. Là, c'est clair. Absolument. On se texte des niaiseries une fois de temps en temps. Ça fait toujours du bien. Il va rester de la NFL à écouter. On va pouvoir se jaser de la NFL quand même. Je ne suis pas inquiet. Les sujets vont arriver. Justement, les Bears dans pas long. Là. Oui, bon point. Donc, tu viens de dire à tout le monde qu'on a enregistré ça lundi soir. Exact. Hey, les gars, un gros merci encore. On se reparle bientôt. Puis à tous les fans de foot collégial, merci d'être là. Puis on vous tient au courant de ce qui se passe de toute façon. Fait que suivez Bulletin Sportif d'un. Au pire, quand vos équipes préférées, vos joueurs préférés, vos enfants vont retourner sur le terrain, mais sachez qu'on va être là aussi. Merci. Excellent. Salut, messieurs.